Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Titi Orméjus et si vous nous regardez via ma chaîne YouTube, eh bien, vous allez voir que je suis en compagnie du receveur de passe des Stampeders de Calgary, Damien Alford, ainsi que du carrière du Rouge et Noir d'Ottawa. On va y aller d'une réaction rapide au 112e match de la Coupe Grey. Ça a été malheureusement pour les Alouettes une des défaites contre les Rough Riders à Saskatchewan dans un match qui a été tout de même serré. Les gars, il faut commencer avec le premier sujet. L'état de santé de Davis Alexander, qui clairement n'était pas à 100%. Malgré tout, comme je l'ai dit, le match est terminé avec un écart de 8 points, un écart d'une possession. On va commencer avec toi, Damien. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Davis Alexander, qui, comme je le disais, semblait pas être à 100%. On a beaucoup utilisé le jeu au CV Scott du côté des Alouettes. Et Alexander, bon, il n'a pas couru comme il l'a fait la semaine dernière à Hamilton. On a vu qu'il dépassait ses passes rapidement. Ouais, ça se voyait clairement qu'il était blessé, qu'il sentait qu'il y avait la douleur à son hamstring, je suis correct. Puis je suis. Puis ça se voyait durant la game, il avait pas la même énergie qu'on voit de lui habituellement, mais pour de vrai, je le donne ses fleurs parce que jouer quand t'es blessé au hamstring, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Puis habituellement, comme c'est pas tout le monde qui sont prêts à prendre des risques comme ça pour leur équipe. Au certain point que ça se peut. Il va le sentir demain for sure, mais je le donne ses fleurs, comme j'ai dit. Ouais, puis toi, Marco, qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Alexander dans les circonstances? Et puis, est-ce que tu trouves que c'était évident, toi aussi, qu'il était clairement ennuyé par cette blessure aux ischio-jambiers? Ben, je pense que c'était évident qu'il était incommodé par quelque chose à l'ischio, c'est certain. Mais aussi de par le plan de match des Alouettes, je pense qu'on a vraiment voulu le garder dans la pochette pour vraiment préserver son ischio pendant la partie. On lui a demandé de lancer le ballon quand même beaucoup, là, 34 passes tentées puis 22 passes complétées. Euh, je pense qu'on a vu clairement qu'il était un petit peu plus unidimensionnel dans ce match-là, puis ça l'a vraiment Mhm. affecté un petit peu l'efficacité de l'offensive des Alouettes. Puis la Saskatchewan, on dirait qu'il avait anticipé peut-être ce plan de match-là de la part des Alouettes de par l'état de santé de leur carrière, puis ils ont été en mesure de bien contrer ça, selon moi. Oui, absolument. Euh, je pense que des héros obscurs de ce match-là, ça a été la ligne à attaque des Alouettes. Parce que, comme vous l'avez dit, comme Marco vient de le dire, euh, très tôt dans le match, on a réalisé qu'Alexander ne serait pas en mesure de se déplacer. Puis, malgré tout, la protection, non seulement elle a été bonne par la ligne à l'attaque dans l'ensemble, mais on a été capable de créer des brèches pour le jeu au sol et CV Scott. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Damien? Je pense que sa O-line a fait une bonne job pour le protéger. Il y a certains points qui étaient au jeu du ses jambes, il les a utilisés, il a fait les jeux qu'il fallait qu'il fasse. Les receveurs ils ont fait leur job. Ils ont fait les catchs qu'ils étaient supposés de faire, puis ça se voyait. C'était pas la game qu'ils voulaient, mais ils sont allés là, ils ont fait leur job, puis ils ont bien performé. Ouais, puis à l'opposé, si on regarde la ligne à attaque des Rough Riders à Saskatchewan, avant que je quitte le stade, il y avait Trevor Harris qui était au podium. Puis une des choses que Trevor Harris a dit, Marco, il a dit, écoutez, j'aurais pu jouer sans épaulette aujourd'hui. C'est à quel point la ligne à attaque des Rough Riders a gagné la guerre des tranchées contre le front de la défense des Alouettes. Je crois pas qu'il y a un joueur qui a passé proche, justement, là, de plaquer Trevor Harris derrière sa ligne. Ouais, j'allais y faire allusion justement. On parle de la ligne offensive des Alouettes, mais je pense que c'est vraiment là, on a assisté à deux lignes offensives qui ont eu une super belle performance. Zéro sac du corps dans le match. Donc, déjà là, c'est une statistique qui indique beaucoup l'allure de la prestation de ces deux lignes offensives-là. Euh, c'est certain qu'on a bien couru le ballon, je pense, des deux côtés. Je donnerais peut-être un peu plus Mhm. l'avantage à Saskatchewan parce que c'est vrai que la ligne offensive là, lui ouvrait les brèches au début de chaque course à AJ Willett, mais était capable vraiment en mesure de briser des plaqués pour avoir des grosses verges à la fin de chaque jeu. Donc je pense que ça a fait la différence au niveau des porteurs de ballon. AJ Willett la voulait vraiment, cette partie-là. Ça paraissait dans son jeu. Ouais. Ouais, définitivement. Il a couru avec beaucoup de détermination, là, surtout en deuxième demi, notamment. Comme je l'ai dit, ça s'est terminé par un écart de 8 points.
ça passait proche quand même. Tu sais, les Alouettes, c'est comme si, on dirait d'une certaine façon, ils ont manqué de temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en commençant par toi, Marco, parce que même s'il était sur une jambe, il ne faut pas oublier qu'Alexander s'est même blessé à l'ischio-jambier à un certain moment donné, encore une fois, lorsqu'il est sorti à l'extérieur des limites du terrain. Puis bon, malgré tout, on a tenté un Hail Mary, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'étais impressionné par le fait qu'étant donné que les Alouettes jouaient contre la meilleure équipe en saison régulière, les Rough Riders, que le match a été aussi serré avec un carrière qui jouait seulement sur une jambe. Ouais, ben clairement que si on avait un Davis Alexander à 100%, moi je pense que les Alouettes remportent ce match-là. Je pense que c'était l'état de santé de Davis Alexander qui allait pas mal déterminer l'allure du match et la manière que Saskatchewan s'est ajusté à ça. Ça a été vraiment un game plan qui a été exécuté à la perfection selon moi. Je pense qu'il y a eu des jeux clés qui ont été. C'est des matchs de championnat comme ça se résume. Pierre Vercheval le dit à la télé, ça se résume à 4-5 jeux. Là. Puis il y a eu Mhm. des jeux cruciaux qui ont les revirements 4 contre 0. C'est impossible, c'est quasiment impossible de remporter Ben une partie de voilà. football. Ça arrive. Euh, c'est certain, comme j'en ai parlé en début de podcast, de le faire lancer autant puis de ne pas pouvoir utiliser ses jambes, ça vient de jouer dans la tête, je pense, en tant que corps arrière. J'ai jamais été corps arrière, mais ça fait partie de ton identité de pouvoir étirer les jeux, puis il n'était pas en mesure de faire ça ce soir, puis ça a été à son désavantage. Là. Ouais, parce qu'il y a même, écoutez, sa première interception, il visait Tyson Philpott dans les zones fond. Ça, c'est une passe que j'ai vue Alexander compléter depuis la première semaine du camp d'entraînement. Là, la passe était trop courte, malgré le fait que Philpott avait battu ses couvreurs. Résultat, un revirement. Je sais pas ce que tu as passé de ça, Damon. C'est comme si, mentalement, Alexander, euh, il était dérangé par cette blessure-là, puis ça a même affecté la qualité de certaines de ses passes. Il y avait un manque de timing. Les passes étaient trop courtes. Des passes que généralement, il complète. C'est sûr, en tant que joueur de foot, comme quand tu sens que tu es blessé puis il y a quelque chose qui va pas bien, c'est sûr que tu vas pas jouer ta game à 100%, mais ça se voyait. Comme tu as dit, les passes qu'il fait habituellement, ça se voit qu'il ça strugglait un peu. Mais comme il a poussé, il push past that. So, c'est juste, c'est malheureusement, ça n'a pas marché cette game-là, mais comme Marco a dit, si c'était une game qui était à 100%, ça serait une différente game. Ouais, puis il faut qu'on parle malheureusement de l'échappée de Shea Patterson. Elle apporte la zone des buts. Alexander et l'attaque des Alouettes qui ont été en mesure de mettre sur pied une séquence qui aurait pu leur permettre de créer l'égalité. On avait besoin d'un toucher suivi d'un converti de 2 points. On y va d'une faux filade du quart avec Shea Patterson. Je vais commencer avec toi, Damien. Puis il échappe le ballon à une verge de la zone des buts. Les Riders récupèrent le ballon. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ça a été quoi ta réaction quand t'as vu là, qu'il a échappé le ballon? Quand j'ai vu la balle sortir, j'étais comme. J'étais sur le choc parce que je sais déjà que ça, c'était un momentum switch dans la game. Puis le fait que Tyson était proche de la balle, mais malheureusement, il n'était pas capable de se rendre à la balle à temps. Puis c'est quand t'es dans le red zone, le but c'est de rentrer puis pas avoir de turnover, mais le fait que les turnovers comme ça va arriver, ça va complètement changer la game. Ouais, Marco, et toi, qu'est-ce que t'as pensé de ça, à l'échappée de Shea Patterson? Je me sens mal pour lui, je veux pas le pointer du doigt, tu sais, je l'ai interviewé après la rencontre sur le terrain, puis honnêtement, depuis qu'il s'est joué aux Alouettes en cours de saison, je l'avais jamais interviewé. Puis il faisait un excellent travail pour les faux filades du quart. Puis tu sais, c'est le cauchemar de tout joueur, là, de commettre une bévue de la sorte dans un match de championnat lors du match à Coupe Grey. Oui, absolument. Puis c'est des matchs de Coupe Grey comme ça, des matchs de championnat, c'est comment est-ce que tu vas gérer l'adversité, comment est-ce que le momentum va t'affecter. Là, on voyait vraiment que les Alouettes avaient un étincelle avec un jeu explosif à Sneed pour se rendre dans le territoire des Rough Riders. On est à la porte des buts, on échappe le ballon. Je pense que c'était notre chance, c'était la chance aux Alouettes de vraiment revirer la vapeur. Puis on a échappé le ballon littéralement. Je pense que c'est. Puis on voit de l'autre côté, à l'opposé, on a Tommy Stevens qui a été extrêmement efficace sur toutes ses faux filades du corps. Selon moi, on parlait de joueurs héros obscurs tantôt.
pour moi, c'est Tommy Stevens. Et c'est encore beaucoup plus accentué parce qu'on voit de notre côté Shea Patterson qui fait une bourde monumentale. Et tu l'as bien dit, c'est difficile pour lui, sûrement, de faire l'entrevue, mais en effet, que on ne veut pas pointer du doigt personne, mais c'est probablement le plus gros jeu du match. Il a été efficace pendant la saison, mais c'est quand les gros matchs, quand ça compte, c'est là qu'il faut faire les jeux, puis pour être en mesure de le faire. Ouais, c'est vraiment dommage. J'ai aimé comment Davis Alexander, lui, il a refusé de pointer du doigt à Shea Patterson parce que lui, il m'a dit, écoute, j'ai été victime de 3 interceptions. T'sais, il dit, si je suis pas victime de 3 interceptions, on gagne probablement la rencontre. Alors ça, d'une certaine façon, c'est du leadership de la part de Davis Alexander. Alors, on a parlé des rôles obscurs, mais il y a un joueur qui n'a pas été dans l'obscurité. Je parle du receveur de passe montréalais Samuel Emilus. Il a été sélectionné en tant que joueur par excellence de la rencontre. Il porte le numéro 19 en l'honneur de S.J. Green. Il a grandi comme étant un grand partisan des Alouettes. S.J. était son joueur favori. Puis il a eu une performance à S.J. Green. Il a été incroyable lors de la finale de l'Ouest avec plus de 100 verges par voie de réception. Puis là, ça a été la même chose. Marco, quelle performance à part de Samuel Emilus. Ah, vraiment, de la glace dans son sang, ce gars-là. Vraiment, fait les attrapés importants. Des jeux explosifs. Vraiment un receveur fiable pour Trevor Harris. On l'a vu tout au long du match. C'est un gars on le voyait juste de par sa gestuelle. C'est un gars il compose bien avec le stress. Il est vraiment fait pour les grands moments comme ça. Puis je pense que je suis pas surpris de sa performance. C'est un professionnel. On l'a vu ce soir, il a vraiment concrétisé son statut de joueur étoile dans les Canadiens de football. Ouais, Damien, toi-même, tu es un receveur de passe. Tu viens de compléter ta première saison dans la Ligue canadienne de football. Tu vois un autre receveur natif de Montréal, un autre Montréalais, être sélectionné en tant que joueur par excellence du match à la Coupe Grey. J'imagine que tu dois être inspiré par ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance à part de Samuel Emilus? Oh, c'était une performance exceptionnelle. Aller 10 pour 10 targets, 10 attrapés dans une game comme ça, haute pression. Puis ça se voyait en sa face, il était calme toute la game. Il n'a pas laissé le moment passer par-dessus sa tête. Il est allé faire sa job. Puis en tant que gars de morale, je suis content pour lui. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Alors, quel match à part de Samuel Emilus qui remporte le titre de joueur par excellence du match de la Coupe Grey contre l'équipe favorite de son enfance. Marco, tu as mentionné le nom de Tyson Philpott. Tu parlais qu'Emilus, c'est un joueur qui semblait d'être bâti pour les matchs importants, pour performer sous pression. Philpott, on se souviendra, il y a 2 ans, il avait inscrit le toucher de la victoire lors du match de la Coupe Grey. Mais il a été de loin, je crois, le meilleur receveur de passe des Alouettes ce soir. Ouais, vraiment, encore une fois, une solide performance. On l'a vu faire des gros attrapés, contestés d'ailleurs. Après ça, on le voit juste courir après l'attrapé, aller chercher le plus de verges possible. Euh, Malheureusement, ça n'a pas été assez. Je pense il faut donner le crédit aussi aux demi-défensifs de la Saskatchewan qui ont fait un très beau travail. Tavon Campbell qui a créé l'échappée sur le jeu aussi de Shea Patterson. Je pense que aussi on l'a vu, il n'y a pas nécessairement eu de sac, mais Davis Alexander devait se débarrasser du ballon des fois, puis il n'y avait pas de receveur qui était libre. On l'a vu, il y a quand même 22 en 34. Ces 12 passes incomplètes-là, il y a les demi-défensifs de la Saskatchewan qui ont un mot à dire là-dedans. Je pense qu'il faut leur donner le crédit. Ouais, puis qu'est-ce que tu as pensé, toi, Damien, justement, de la performance de la défense des Rough Riders? Parce qu'on se souviendra que lorsque les Alouettes ont joué contre les Riders au début du mois de septembre, Tyson Philpott avait amassé plus de 230 verges par voie de réception, mais c'était contre les demi-coins réservistes des Riders. Là, avec leur partant, ben, ça a été une histoire différente d'une certaine façon ce soir. Ouais, c'est ça, ça allait être une différence. Ça se voyait qu'ils étaient prêts pour cette game-là. Ils étaient prêts contre qui ils allaient. Puis ça montrait qu'ils ont regardé le film, ils ont bien étudié, puis ils étaient prêts pour la situation. Ouais, définitivement. Les gars, est-ce qu'il y a un autre sujet, quelque chose qui vous a sauté aux yeux durant la qu'on n'a pas abordé personnellement?
Je commence avec toi, Marco. Ben, on y a fait allusion sans le mentionner un peu, là, le premier match où Phil Pot avait eu un très gros match au niveau des statistiques. Mais je pense qu'il faut lever notre chapeau. Moi, j'aimerais ça personnellement lever mon chapeau à Kafala Exumé, qui est encore champion de la Coupe Grey, qui est un joueur d'unité spéciale incroyable depuis ses débuts dans la Ligue canadienne de football. On lui demande parfois de jouer au poste de demi de coin qui est extrêmement difficile. C'est pas sa position naturelle. C'est un joueur qui a été appelé à jouer sur les unités spéciales. Et je pense qu'il a sorti son épingle du jeu encore une fois. Il est champion pour la troisième fois, je pense, avec une troisième formation. Donc, je pense que c'est quelque chose à mentionner quand même. Encore une fois, tu l'as mentionné, la garde des tranchées. Je pense que la ligne défensive des Alouettes était pas mal amochée. Mustapha Johnson était de l'alignement, mais je pense pas Ouais. qu'il était en mesure de à son plein potentiel. Puis je pense que ça a pu affecter la défensive des Alouettes. On a vu Trevor Harris a vraiment été. On peut aussi mentionner Trevor Harris qui a eu une très bonne partie, 23 en 27, plus de 300 verges par la passe. C'est quand même pas mauvais, mais son jeu de course, son jeu au sol l'a vraiment aidé aussi, là. Ouais, Damon, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Trevor Harris? Il y avait de la pression sur ses épaules. Tu sais, Harris, ça fait longtemps, puis Marco, tu as joué avec lui aussi à Ottawa. Il avait l'étiquette d'un joueur ben, qui ne livre pas nécessairement la marchandise lors des matchs importants. Ben, Damon, Marco vient de mentionner les statistiques d'Harris. Je pense qu'on peut plus dire ça avec le match qu'il a connu aujourd'hui. Ouais, c'est un vétéran dans la game. Sa O-line était là pour le protéger de la game, puis il avait juste à faire confiance à eux, puis il prend son temps, puis il avait tout le temps dans le monde pour lancer la balle, pour faire ces jeux-là. Puis c'est juste une performance collective que les Rough Riders ont performé, puis c'est pour ça qu'ils ont sorti avec la victoire. Ouais, puis Marco, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton ancien carrière, Trevor Harris, finalement le soulever à bout de bras à la Coupe Grey? Ben, c'est certain que je suis vraiment content pour lui parce que la dernière fois que j'ai joué à ses côtés, c'était justement à la Coupe Grey de 2018. Puis depuis ce temps-là, on lui donne l'étiquette de gars qui n'est pas capable de finir, n'est pas capable de gagner dans les grands matchs, même s'il est capable d'avoir des très bonnes performances dans les finales de l'Est et en séries éliminatoires en général. Je pense que de fermer ce chapitre-là, d'avoir enfin sa bague, la Coupe Grey, ça lui donne vraiment accès à avoir un titre un des grands corps arrière qu'il y a eu dans les Canadiens de football. Je ne sais pas c'est quoi son avenir. C'est sûr que ça peut être intéressant de finir sur une bonne note. Il est quand même rendu à 39 ans, Mhm. pas loin de 40 ans. Donc, ouais, c'est sûr que c'est vraiment agréable de le voir gagner. Les Rough Riders, sur papier, je pense, avaient la meilleure équipe. Sauf qu'il y a beaucoup d'impondérables dans des matchs de Coupe Grey. Moi, j'avais favorisé les Alouettes. Mhm. Malheureusement, la blessure à Davis Alexander a clairement changé l'allure du match. C'est sûr et certain. Ouais, puis toi, Damon, qui t'avait favorisé avant le match? Les Alouettes ou les Riders? J'avais favo- j'avais favorisé les Alouettes, for sure, à 100%. Aussi? Mais il y Ouais. a, ça, ouais, comme il a dit, Davis Alexander, il n'était pas à 100%. Puis ça, c'est le cœur de la offense. So, si le cœur de la offense, il y a un beat qui est off, ça change tout. Ouais, définitivement. Mais juste pour en revenir à Trevor Harris, vous savez qu'est-ce qui est fou là-dedans, les gars? C'est qu'il y a quelques années, Trevor Harris, sa carrière passait proche de terminer parce qu'il n'y avait aucune équipe de la Ligue canadienne qui voulait de lui comme carrière partant. Si bien que les Alouettes l'avaient signé comme service. Il avait signé en tant que carrière réserviste à Vernon Adams. Puis Vernon Adams n'avait pas bien performé en début de saison. Harris est devenu le partant. Les Alouettes ont échangé à Vernon Adams. Puis bon, Trevor Harris avait mené les Alouettes à la finale de l'Est. Montréal avait perdu contre Toronto. Puis le fait que les Alouettes étaient à vendre, puis qu'ils n'avaient pas un propriétaire, ça avait fait en sorte que Danny Machocha n'avait pas été capable d'offrir un contrat à Trevor Harris. Là, c'est de cette façon-là qu'il s'est retrouvé en Saskatchewan avec les Rough Riders. Là, voilà qu'il défait les Alouettes au match de la Coupe Grey. C'est quand même particulier, parce que ça, les gens l'oublient. Il n'y avait aucune équipe qui voulait de Trevor Harris. Ça, on parle, c'est avant le début de la saison 2022. Aucune équipe ne voulait de lui en tant que carrière partant. Aujourd'hui, en 2025, c'est difficile de croire ça, mais comme quoi, on voit que les choses peuvent changer rapidement.
au football professionnel. En tout cas, fait, pour les Alouettes, c'est une première défaite au match de la Coupe Grey depuis 2008. En 2008, les Alouettes avaient perdu le match ultime au Stade olympique contre les Stampeders de Calgary. Henry Burris avait été le joueur par excellence de la rencontre. Bon, ça remonte à loin de ça, il y a 17 ans. Mais c'est ça, en tout cas. On va voir. C'est la fin de la saison 2025 de la Ligue canadienne. La meilleure équipe en saison régulière est l'équipe championne de la Coupe Grey, les Rough Riders de la Saskatchewan. Alors, félicitations aux Riders. Damon Alford, Marco Dubois, je vous remercie de vous être rejoints à moi parce qu'il est tard. Là. Il est rendu 23h42, heure de l'Est. Moi, il est 22h42 étant donné que je suis à Winnipeg, une heure de décalage horaire. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est pas évident pour moi de me rendre du stade à ma chambre d'hôtel. Il y avait de la circulation autour du stade. Donc, les gars, je vous remercie de votre patience. Merci Didier. Ça fait plaisir. Alors, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne saison morte à vous deux. Puis on va avoir l'occasion de se reparler très certainement.